Voilà, beaucoup de rétro-pédalage depuis ce matin, Louis de Ragnel. Est-ce que, encore une fois, on peut impunément, comme cela, remettre en cause la réalité, le nombre des actes antisémites dans notre pays? Non, mais en fait, face à la réalité des faits, c'est Les pas chiffres, possible. on les a donnés. Voilà, les chiffres qui ont été publiés par le ministre de l'Intérieur. Il y a un recensement qui est fait quasiment tous les jours, donc je pense que c'est assez implacable. Ensuite, il n'y a pas que ça, en fait. Quand on écoute en entier, non, mais il y a d'autres choses qu'on peut reprocher à l'imam. Il explique aussi un peu plus tôt dans cette interview que globalement, ce que fait l'armée israélienne, ce sont les mêmes actes terroristes que ceux du Hamas. Enfin, vous voyez, il y a d'autres choses, et pour le coup, la Grande Mosquée de Paris n'en parle absolument pas dans son communiqué. Donc je pense qu'il y a encore des zones à éclaircir dans les propos de l'imam. Il explique ensuite que l'antisémitisme vient exclusivement des néo-nazis d'extrême droite et du Rassemblement national. Donc il y a beaucoup de choses encore à revoir. Juste de dire que le Hamas... Jean-Sébastien Ferjou. Exactement. Et simplement pour terminer, moi, ce que je trouve assez frappant, c'est que historiquement, la Grande Mosquée de Paris est considérée comme l'islam modéré. Ce sont les Algériens. La Grande Mosquée de Paris, c'était créée, instituée par Napoléon, et c'est vraiment une vieille institution qui est habituée à ses rapports avec les représentants de la République. Ils voient les ministres de l'Intérieur, le préfet de police, le préfet de région. Ils ont la visite institutionnelle quasiment tout le temps. Et donc c'est assez frappant. Et du coup, la question qu'on se pose, c'est est-ce que ce que dit cet imam est le reflet d'une partie de l'islam modéré en France? Et si c'est le cas, là pour le coup, c'est inquiétant. Et Louis, il s'est passé malheureusement le 7 octobre, nous savons tous ce qui s'est passé en Israël. Le 7 octobre, il s'est aussi passé autre chose à la Grande Mosquée de Paris. La Grande Mosquée de Paris a annoncé son ralliement à la voie du juste milieu, c'est-à-dire à la vision frériste de l'islam, à la vision des frères musulmans. Le porte-parole qui était sur RMC ce matin est un imam qui s'inscrit dans la vision des frères musulmans, est un imam qui a lourdement défendu la nécessité pour les femmes musulmanes de porter le voile. Donc je crois que la Grande Mosquée de Paris n'est plus ce qu'elle était. Et j'ai envie de vous dire, j'aimerais bien entendre Gérald Darmanin ou peut-être même Emmanuel Macron poser la question, parce que vous y faisiez référence, la Grande Mosquée de Paris, traditionnellement, c'est l'Algérie. Quel jeu joue l'Algérie à l'heure actuelle en impulsant ce changement de ligne-là? Parce que pour le coup, que personne ne soit dupe, ça n'est pas la Grande Mosquée de Paris elle-même qui a décidé de se rallier à la voix des frères musulmans. On rappelle que la Grande Mosquée de Paris a rectifié les propos de cet imam et a dit qu'elle ne niait ni ne minimisait les actes antisémites en France. Alors Frédéric Ploquin, un petit mot, vous aurez tous la parole, Éric Revel ensuite. Frédéric. Une fois de plus, ce sont les chiffres de la police qui sont mis en cause. La police se fait taper dessus tous les jours par toutes sortes de gens, par l'ultra-gauche notamment, et là aujourd'hui par entre guillemets islamiste. Je ne sais pas exactement quelle est sa position. Si c'est l'imam de la mosquée. Je sais bien, le prédicateur. Je sais bien, mais il est je ne sais pas à quel courant exactement, s'il est vraiment frère musulman ou quoi. Mais en gros, il s'en prend. Qu'il a annoncé. En gros, il s'en prend. Il a communiqué dessus. Allez, terminez. Moi, je voudrais juste rappeler ça, c'est que là. Effectivement, c'est pour ça que moi je m'intéresse à cette institution, c'est qu'à chaque fois on se rend compte qu'elle est, la police qui est autant décriée, sur laquelle on tape en permanence, elle est le rempart pour moi de la République. Et c'est un rempart qui est sans cesse bousculé. Les policiers sont en première ligne partout. Alors vous avez parlé tout à l'heure, il y a eu un sujet sur la montée de la misère. La police est en première ligne face à la misère sociale, la misère économique. Vous avez parlé, on a parlé ces jours-ci des tempêtes, qui on envoie pour empêcher les gens d'aller se mettre en danger face aux vagues. C'est la police. Oui, bien sûr. Face à tous les dangers. Et de nouveau, là, de nos compatriotes, on tape dessus, on essaie de fragiliser ce rempart. Donc je pense que ces statistiques, elles n'ont pas l'air truquées, elles n'ont pas l'air faussées. 1762 faits antisémites, 574. C'est une sorte de révisionnisme déjà. 131 faits antisémites. C'est clairement du révisionnisme. Oui, je voulais dire une chose sur la Grande Mosquée de Paris. Le 7 octobre, je ne sais pas si vous vous souvenez, au-delà du fait dont on parle depuis des jours et des jours, il y a eu la création de l'Alliance des mosquées, association des leaders musulmans en Europe, qui s'est tenue à la Grande Mosquée de Paris. Donc c'est une association des imams européens dans laquelle on retrouve les frères musulmans et des salafistes. Donc Jean-Sébastien Ferjou, à mon avis, a raison, c'est-à-dire que la Grande Mosquée de Paris, créée par l'empereur Napoléon, a changé visiblement d'orientation, parce que la création de cette association qui s'appelle Amal, c'est l'acronyme du mot que je viens de développer, et il faut l'avoir en tête, parce que ça regroupe l'intégralité. Et d'ailleurs, si vous regardez qui a annoncé avec papier, force et écrit, c'est la presse algérienne précisément. Bon. Deuxième chose, sur ce qu'a dit l'imam chez notre consoeur, moi il y a aussi un truc qui m'a frappé.
Et parce que on commence par le négationnisme et ensuite on fait du révisionnisme. Parce que si vous contestez les faits, une fois que vous les avez contestés, en fait, vous passez à l'étape suivante qui s'appelle le révisionniste. Mais ce que dit l'imam au niveau des chiffres, il dit personne ne m'a prouvé que ces 1400 actes antisémites sont réels. Et pourtant, lui-même, dans l'interview, il reprend à son propre compte les chiffres qui sont donnés par le ministre de la Santé Hamas sur les victimes à Gaza. Et là, ça ne lui pose aucun problème de reprendre directement des chiffres que non vérifiés. Voilà. C'est la concurrence victimaire aussi. Exactement. Très malsaine. Mais il ne faut pas tomber là-dedans. Il ne faut pas tomber dans la concurrence victimaire. Non mais Louis, on ne peut pas rentrer dans la concurrence victimaire. 64 actes antichrétiens. Je n'ai jamais conditionné ma participation ou celle de ma famille à la marche de dimanche dernier parce qu'il n'y avait pas les chrétiens dedans. Et en fait, il y a un moment. Non, mais les actes, ils sont. Là, on parle de l'antisémitisme. En fait, les gens. Ces gens-là ne supportent pas. En fait, ils ont l'impression de se faire voler une cause. Alors que les Juifs, je pense, les Français juifs se passeraient bien d'être des victimes, seraient bien heureuses de vraiment pas l'être. Et il y a quelque chose d'indécent et d'abject, en fait, je trouve, moralement, dans cette histoire. Ouais. Et je voulais rebondir très précisément là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a deux choses. Cette concurrence victimaire, en fait, qui dessine une république à la carte et où, au fond, certaines communautés, comme ça, parce qu'en fait, ce qu'il nous raconte, c'est le communautarisme, c'est-à-dire qu'en fait, pourquoi c'était une marche contre l'antisémitisme et pourquoi pas contre le racisme. Et c'est précisément ces personnes-là qui sont vraiment les plus amères. Enfin, à chaque fois qu'ils nous disent, mais voilà, la Cour européenne des droits de l'homme. La Cour européenne des droits de l'homme, lorsqu'elle parle de discrimination, elle traite les discriminations dans leur ensemble, c'est-à-dire quel que soit le motif. Elle ne sépare pas les motifs. Et c'est ça, en fait, qui est très dérangeant dans ce discours. Et alors, encore plus dérangeant, ce négationnisme qui, au fond, déshumanise les concitoyens qui ont peur, qui sont victimes. Ce révisionnisme qui ne permet pas, en fait, de préparer l'avenir. C'est-à-dire que quand on ne considère pas les faits, au fond, on banalise cet antisémitisme qui reproduit une propagande de haine larvée. Et ça, c'est détestable. Mais après, je crois qu'il faut... Jean-Sébastien, et après on va écouter M. Arfi. Évidemment d'accord. Je pense qu'il faut distinguer deux choses. Il faut savoir entendre l'inquiétude d'un certain nombre de Français, qui soient musulmans ou arabes, ou qui ont l'impression d'être en but aux discriminations racistes de la société française, parce que ça existe. Ça existe. Ils ont aussi l'impression que la France, dans son discours global, est un peu plus pro-israélienne qu'elle ne serait pro-palestinienne. Ça existe. Après, ça n'empêche pas qu'ils sont français et que s'ils respectent les valeurs de la République, ils peuvent aussi respecter la loi de la majorité, parce que c'est ça, la démocratie. Et pour le coup, moi, ce que je trouve choquant, c'est quand leurs leaders, ou quand des leaders politiques le font pour des raisons cyniques, électorales, essayent de les entretenir dans cette victimisation. Le sujet n'est pas qu'ils disent... Regardez aussi le racisme dont nous sommes victimes. Il existe incontestablement. Après, moi, je me souviens du père Hamel à Saint-Étienne-du-Rouvray. Je me souviens des victimes de Mohamed Merah, on en parlait tout à l'heure. Enfin, il y a un moment, quand même, on peut contester sur le détail de ces chiffres-là. Enfin, ils s'amusent à le contester, mais enfin, ces victimes-là, elles existent quand même. Et la dignité, c'est de savoir regarder ses propres mots. La première victime de Mohamed Merah. Mais exactement. Exactement. Il n'y a pas de musulmans qui ont été assassinés sur le territoire français. Exactement, vous avez raison de le rappeler, comme dans le monde entier, il y a des musulmans qui sont victimes du terrorisme islamique. Mais ce qui est grave, c'est la distinction entre, oui, c'est évidemment un combat nécessaire que de lutter contre les discriminations dont sont aussi victimes les musulmans ou les arabes dans ce pays ou d'autres. Mais c'est aussi extrêmement utile de ne pas tomber dans le piège des islamistes qui, évidemment, instrumentalisent ce sentiment, comme Jean-Luc Mélenchon instrumentalise ce sentiment. Vous avez raison, absolument. Un dernier mot. Non, et je pense qu'il peut remplir sa mosquée. C'est-à-dire qu'en gros, la mosquée de Paris, c'était la mosquée officielle pendant des années, et il a une concurrence très forte sur le terrain dans certains coins de la région parisienne notamment, dans certaines mosquées petites, ignorées, dont on ne connaît même pas le nom. Et je pense, peut-être il y a aussi un enjeu commercial tout simplement pour lui, c'est qu'il veut attirer, et je soupçonne derrière ce négationnisme la volonté d'aller draguer, entre guillemets, des jeunes qui vont peut-être demain venir à la mosquée officielle. Et comme on le disait tout à l'heure, je trouble de l'Algérie, qui clairement, ça derrière, ça c'est comme les Turcs eux-mêmes, comme le régime turc, le régime du président Erdogan, essaie d'instrumentaliser les mosquées tenues par les le patron du CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France, Jonathan Arfi, à ce sujet-là. Il y a deux difficultés. La première, c'est d'abord le fait de nier d'une certaine manière la réalité de ces actes et de laisser penser qu'ils n'auraient pas eu lieu. Et ça, il ne l'a pas évidemment dit aussi clairement, mais c'est ce qui s'est laissé entendre à travers ses propos.
Et c'est quelque chose qui est évidemment irresponsable dans le climat dans lequel nous vivons, parce que cela laisserait penser que les Juifs inventeraient au fond l'antisémitisme dont ils sont victimes. Et puis la deuxième chose qui est dangereuse dans ces propos, c'est la mise en place d'une forme de concurrence victimaire, en laissant penser fondamentalement que si on parle de l'antisémitisme, alors dans ce cas-là, on ne parlera pas des actes racistes ou anti-musulmans dans notre pays, que ce serait l'un ou l'autre, l'un contre l'autre d'une certaine manière. Or, la réalité du moment, c'est malheureusement une explosion des actes antisémites en tant que tels, ce qui ne veut pas dire que nous ne serons pas aux côtés de nos concitoyens musulmans quand ils sont victimes de racisme à l'avenir, mais la réalité est celle-là aujourd'hui, et en mettant en concurrence ces deux sujets, il commet à mes yeux une faute qu'il était important de corriger. Voilà, c'est important d'écouter cette voix-là. On fait une toute petite pause, on se retrouve dans un instant dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On partira en Israël pour voir où en est la situation humanitaire, où en sont les négociations autour des otages. On rejoindra nos équipes d'envoyés spéciaux et on sera avec le colonel Olivier Rafobis, porte-parole de Tsahal. À tout de suite.